maison en feu, un grand bâtiment de plus de 100 mètres. À mon avis, ça devait mesurer moins de 100 mètres. Les casernes à Bouillon, qui ont brûlé dans les années, au milieu des années 60. Alors que je dormais, il était 3 heures du matin, on m'a réveillé. Et voilà, tout est parti en flammes, tous les souvenirs. Moi, je suis né au premier étage des casernes, entre, entre la Semois et l'école de musique. Et j'ai vécu pendant 22 ans là, et puis il y a eu le feu, et tout est parti, tous les souvenirs, encore une fois. Ma passion, ça a toujours été le théâtre déjà. Hein, j'ai dirigé le théâtre du Saint-Louis, j'y ai joué aussi beaucoup de pièces de théâtre. Justement, on jouait à une époque, c'était aux casernes, parce qu'il y avait une salle de cinéma qui de temps en temps devenait une salle de spectacle. Et ça, c'est une première passion. Puis la lecture, beaucoup, je lisais beaucoup, énormément. J'étais attiré par la phrase, par l'agencement des mots. Et c'est ça qui m'a inspiré pour écrire. Et j'ai eu l'occasion de visiter la maison d'un vieil original bouillonnais, un homme que je connaissais particulièrement bien parce que j'ai parlé beaucoup avec lui. Et j'avais en tête des anecdotes le concernant. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette visite un peu bizarre, euh, qu'on ne devrait pas faire, mais enfin. Là, tout d'abord la cuisine, et puis à l'étage, sa chambre exiguë. Et quand je suis redescendu, je me suis dit que j'écrirais bien quelque chose là-dessus, mais pas un roman, quelques pages pour moi, simplement pour me souvenir. Et voilà. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu un problème de santé grave qui m'a conduit au CHU de Liège, où j'ai subi 2 opérations, la seconde très grave, qui fait que j'ai dû rester là pendant 6 semaines. J'avais beaucoup d'insomnie, et pour lutter contre ces insomnies, j'essayais de me refaire le déroulé des objets que j'avais vus, donc les inventaires que j'avais écrits, commencé à écrire. C'était pour moi un exercice pour me libérer de mes malheurs, etc. Et puis alors, plus tard, à ce moment-là, je me suis mis vraiment dans l'écriture, mais très longtemps après. En réalité, la visite que j'ai faite, c'était en 2015, et le livre est sorti 10 ans plus tard, fin 2025, parce qu'il y a eu des éléments qui ont fait qu'il y a eu des arrêts, notamment l'écriture de Ce Père dans la lumière, qui a été commencé, lui, en 2015 et terminé en 2017. Et puis alors, il y a eu cet accident que j'ai eu à l'hôpital, et puis il y a eu le Covid, et si bien que tout ça a été abandonné à plusieurs reprises. C'est un livre qui s'est écrit sur un très longtemps, et qui a pu être mûri au niveau de l'écriture. C'est peut-être la première fois où mon écriture correspond à ma pensée. Voilà. L'admirable Hippocrate ne passait pas une journée sans se rendre au moins une fois au bord de sa rivière. C'était pour lui une nécessité. L'effort n'était pas conséquent, 200 mètres à peine en descente jusqu'à la maison du passeur d'eau. Un rituel qu'il vente ou qu'il pleuve. Au milieu du pont de Cordemois, il repérait les endroits où pouvaient se trouver les brochets, le plus souvent planqués dans les longues algues ondoyantes, dans l'attente du passage d'un goujon ou d'une ablette. Au pied de la côte d'Auclin, il dévalait le chemin qui menait à la prairie caressée par la semois, faisant gicler des jets de salive brune de sa bouche gonflée par une chique. Tous ses sens étaient alors en éveil. La vue pour admirer le château fort campé sur sa butte, les libellules en vol, le bouquet de 3 arbres qui, en période de crue, prenaient un bain de pied.
l'odorat, pour humer les senteurs, différentes à chaque saison. Le toucher, pour saisir la chaleur de l'eau en été et le froid piquant en hiver. L'ouïe, pour s'imprégner des gazouillis, des rires d'enfants, des clameurs sourdes de sa rivière en furie. J'ai voulu rendre hommage à Renée Picard, qui était la maîtresse de couture de l'école de Pouperan, où moi j'enseignais. Et il y a justement un texte dans lequel elle est un personnage. C'est ce que je vais vous lire. La maison de Maurice et Renée est plantée en retrait de la route qui traverse le village, à un jet de pierre de l'église. Ici, pas de hall d'entrée. On pénètre directement dans la cuisine, imprégnée de l'arôme du tabac, ou plutôt de son souvenir. C'est sur la tablette, au-dessus de la grosse cuisinière, qui diffuse une chaleur pas possible, qu'étaient alignés entre un angelot et un crucifix, 4 potiquets renfermant les graines mélangées à du terreau finement tamisé. En tout, 28 000 semences, précise-t-il fièrement là-bas. À gauche, le minuscule salon où tout est mesuré. À droite, l'arrière-cuisine, donnant sur un local où en automne on fabriquait les maniocs de tabac. Il y avait là le maître du lieu, Maurice Grégoire, engoncé dans sa salopette, et sa femme, Renée, qui s'était changée après avoir donné son cours de couture à l'école du village où j'enseignais. Il y avait aussi quelques aidants. Willy, un ami de la famille, et son complément, Josiane, ronde comme une sucette et tout aussi sucrée. Le couple était originaire de Couême. Tous étaient assis sur des petites chaises en paille, avec une longueur de tissu noir sur les genoux, une bannette comme ils disent là-bas, sur laquelle ils rassemblaient avec des gestes calculés quelques feuilles de tabac d'égale dimension, avant de les lier pour faire des marottes, qui après séchage seraient soigneusement ficelées en bottes destinées à la vente. La plupart du temps dans le silence et la contemplation des grains de poussière en mouvement dans un ray de lumière. Après l'école, il m'arrivait de les rejoindre. Ma chaise était là, en retrait, tournée vers le groupe. « Bonjour, monsieur le maître, disait-il en chœur, avec un grand sourire et un faux grand respect. Après quoi Maurice ajoutait « Vous venez nous donner un coup de moins ?» Invariablement, c'est ce qu'il disait, le Maurice, et ça faisait toujours son effet, provoquant les rires. Je les observais courbés sur leur pratique, les mains noires qui assemblaient et liaient avec dextérité les feuilles de tabac. Un peu avant 16h30, la Renée se levait, ça se voyait à peine qu'elle était debout. Puis en dénouant sa pièce de tissu, découpée dans un vieil imperméable, elle claironnait « Dans 10 minutes, le café serait prêt, là. » Peu matin, comme on dit à Poupan, pour signifier une période reculée dans le temps, on ne jetait rien. Un sou était un sou. Et les petites feuilles situées à la base des plants, dites feuilles de sable, et celles tombées sur le sol, abîmées, étaient mises à part pour être arrangées en guirlandes sur des lignes de ficelle ou de fil de fer, comme on faisait à l'intérieur avec les béguines, quartiers de pommes épluchées. C'était Noël avant l'heure sur les façades des maisons, où les tellés séchaient au soleil d'automne. Pour l'état civil, Maurice Pirotte était un commerçant, un marchand de souvenirs, de bricole, comme on dit à Bouillon. En fait, cet emploi était son excuse. À vrai dire, toute sa vie durant, il fut un caresseur de chiens galeux à 3 pattes, un subtil dessinateur, labourant les ciels en feu, encombrés de bateaux à la dérive, aiguisant sa sensibilité à la fine pointe des mots. Hermétique, lui, ses poèmes compliqués et énigmatiques, que voulez-vous? L'artiste ne se livre pas comme ça. Il ne passe pas ses nuits à frémir, des fourmis plein la tête pour vous servir du tout venant, du déjà vu.
écoutez. C'est dans l'embarras profond de la raison que ses mains avides de monde, en genèse, touchent à voix subtile un peu de l'écho des mystères exaltants. La performance, cherchez-la dans son regard de galopin. À force de s'enivrer de symboles, d'élaguer, de creuser au plus profond de son âme, ça fait l'œil pétillant, la démarche noble, l'insolence du dandy. Ça vous offre toutes les audaces et le droit de mourir centenaire, comme je vous le dis.